Alors bonjour tout le monde. Premièrement, merci d'être avec nous un samedi matin. Donc je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Caroline Pérez. Je travaille à l'Institut français d'Argentine, ambassade de France. On est réunis aujourd'hui pour vous présenter le programme de master, de bourse de master. Donc simplement pour contextualiser un petit peu, l'année dernière, en 2021, nous avons lancé pour la première fois ce programme de bourse. Initialement, il a été pensé pour les enseignants formateurs des professorados de français d'Argentine, dans une volonté de démultiplication. Et donc, ce partenariat est lancé avec l'Institut français et 3 universités françaises, l'université de Rouen-Normandie, des Antilles et de la Réunion. Cette année 2022, nous relançons nouvellement ce programme de bourse et cette année, nous l'ouvrons à l'ensemble des enseignants de français qui exercent en Argentine. Alors, pourquoi ce programme, si vous voulez, micro et caméra, pardon. Alors, pourquoi nous avons proposé ce programme? Alors, tout d'abord, pour permettre aux enseignants de continuer à se former malgré la pandémie. Donc, cette année, on commence à voir un petit peu les frontières s'ouvrir, mais quand on a pensé à ce programme de bourse en master à distance, c'était vraiment pour permettre aux enseignants de continuer à se former, permettre aussi aux enseignants qui exercent de se former à distance sans interrompre leur activité. Pour nous, c'était très important. Et proposer une formation en français au niveau master, car nous savons qu'en Argentine, il n'existe pas de postgrado en didactique du FLE et en sciences du langage. Donc, on voulait apporter cette possibilité, cette opportunité aux enseignants de français. Alors, c'est un programme également qui s'insère dans la stratégie de l'Institut français et de l'ambassade de France d'accompagner la formation des enseignants de français et de promouvoir l'ouverture internationale de leur profil. Alors, nous sommes en dialogue constant avec le ministère de l'Éducation de la Nation et plus particulièrement avec l'INFOD pour travailler sur la reconnaissance des diplômes de master français dans le système éducatif argentin. Nous, ce que nous souhaiterions, c'est que ces diplômes puissent avoir une reconnaissance et octroyer des points aux enseignants qui seraient titulaires de ces masters. Alors, c'est un processus qui est long, qui n'est pas simple, mais pour moi, c'était important de partager avec vous cette réflexion, car nous tentons de sensibiliser les autorités éducatives sur ce sujet. Donc, espérons que dans quelques années, peut-être même l'année prochaine, cette reconnaissance soit formalisée. Alors concrètement, ce matin, nous vous avons invité à ce webinaire pour vous accompagner dans la rédaction de votre dossier de candidature. Donc, pour vous rappeler les dates, la date importante, la campagne d'inscription se ferme le 3 avril 2022. Donc, vous avez encore un peu de temps. Si vous avez un diplôme habilitant à être enseignant de français d'une institution argentine, donc professorado argentin, vous pouvez candidater en M2 directement, mais uniquement pour l'université de Rouen-Normandie. L'université des Antilles et de la Réunion demande un master 1 d'une université française. Donc ça, c'est important de le dire, puisque vous avez la possibilité de choisir le M1 ou le M2. L'Institut français d'Argentine et l'ambassade de France prend en charge à 100% vos frais d'inscription. Vous n'avez aucun frais à prendre en charge. Et nous accompagnons la reconduction de la bourse en M2. Donc, si vous vous inscrivez en M1, on reconduit la bourse pour l'année d'après, pour le M2, uniquement si vous avez validé toutes vos matières en première année et que vous vous inscrivez de manière consécutive. Il n'y a pas de transition entre les 2 années. Donc ça, vous pouvez aussi recandidater pour le M2. Alors concrètement, les étapes qui sont à venir, donc là, la campagne d'inscription est ouverte jusqu'au 3 avril. L'Institut français étudie les dossiers et nous les transmettons aux différentes universités. Ce qu'il faut savoir, c'est que les universités se réunissent dans le cadre d'une commission pédagogique. Et c'est la commission pédagogique qui est décisionnaire sur vos candidatures. Donc, nous, on fait une première proposition, mais c'est l'université qui décide si, oui ou non, votre candidature est recevable. Ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit, car nous, on va vous indiquer, nous avons retenu votre dossier pour la bourse, mais attention, c'est la commission pédagogique qui est décisionnaire.
Et pour terminer, moi, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Pour que votre dossier soit complet, il doit comprendre un CV de 2 pages maximum, ne soyez pas trop long, en français, votre diplôme habilitant à être enseignant de français et votre diplôme le plus élevé que vous avez, une lettre de motivation, en français également, et dans cette lettre de motivation, vous mentionnerez votre projet professionnel et votre projet de recherche. Et aujourd'hui, Patricia, qui est à mes côtés, va vous accompagner précisément dans la rédaction de ce projet. Donc, moi, je ne serai pas plus longue. Je lui laisse la parole. Je vous remercie nouvellement de nous accompagner ce matin. Et Patricia, c'est à toi de jouer. Merci beaucoup. Merci. Merci Caroline. Merci de me faire confiance pour ce séminaire, cet atelier, cette formation, en fait. Voilà. Et donc, pour commencer, j'allais vous demander quelques petits détails techniques. Alors, la première chose, c'est je vous demande de mettre sur le chat nom et prénom pour savoir qui a été présent. Si vous avez besoin d'une attestation, je vous prie de mettre sur le chat nom, prénom, le numéro de votre DNI et ensuite votre adresse électronique pour qu'on puisse vous la faire parvenir par voie électronique. Donc voilà, et si besoin d'attestation, nom, prénom, DNI, adresse électronique. Ensuite, cette présentation sera, bon, vous le savez, on l'a dit, même pour les retardataires, donc cette présentation sera enregistrée. Et donc, vous n'avez pas besoin de prendre désespérément des notes, mais plutôt de faire attention à ce qui sera dit, sachant que vous pouvez le visionner sur la chaîne YouTube de l'Institut français. Donc, ce sera diffusé et tout le monde pourra y avoir accès. Et voilà. Donc, attendez une seconde, oui. Voilà. Donc, voilà pour l'enregistrement. Et je vous ferai parvenir aussi du matériel. Donc, il y aura une bibliographie pour la recherche. Ensuite, il y aura un exemple de projet en sciences du langage. Et je vous ferai parvenir aussi un exemple de projet en FLE. Voilà. Et il n'y aura pas, par contre, le diaporama, je ne veux pas vous l'envoyer. Pourquoi? Parce que vous pourrez le voir, le visionner sur la chaîne YouTube. Et bon, voilà. Et puis, c'est tout simplement de vous dire le plaisir que j'ai quand même à vous rencontrer, que quand j'ai vu les inscriptions, j'ai vu des noms qui m'ont ramené des souvenirs de l'époque de Joaquín B. González, de l'époque de Lenguas Vivas, de l'époque où j'allais aussi à Concepción de l'Uruguay. Et donc, ça m'a ramené un flot de souvenirs, tous très agréables. Et bon, vraiment, je vous aime bien et je suis heureuse de vous revoir aujourd'hui. Et pour tout le reste, bon, ça fait aussi un très grand plaisir. Donc, voilà. Je vais donc commencer ma présentation. Attendez, j'essaie de… Donc, voilà. Je vais partager. Oui. Oui. Et vous le voyez défiler. Oui. Là, il ne défile plus. Oui. Là, vous voyez une valise, une roue. Oui. Parfait. D'accord. Et là, je suis revenue en arrière et vous voyez encore Einstein et tout ça. D'accord. Génial. Merci. Donc, là, je vous disais, il ne faut pas croire qu'on va trouver cette idée géniale, etc. Et pourquoi? Parce que je vous ai dit d'abord, c'est jamais du premier coup, c'est un long chemin, une longue construction. Mais en plus, et cette question d'idées inédites, etc., quelque chose qui surgit, qui jaillit comme ça du néant, ne tient pas compte de quelque chose de très important, à savoir l'innovation. L'innovation, c'est le fait de faire quelque chose à partir de ce qui existe déjà. Et donc, par exemple, on a une invention, la roue, on a une invention aussi, les valises, mais vous savez, quelque chose de merveilleux, de très pratique, les valises à roulettes, et ça, c'est quand même le fruit d'une innovation. J'ai pris deux éléments différents et je les ai combinés de telle façon que cela puisse produire quelque chose de
nouveau. Hein, c'est quand même quelque chose de nouveau, mais qui vient du déjà existant. Donc ça, c'est le plus important. Donc votre idée ne va pas venir du néant, ne va pas venir de ce qui n'existe pas encore, mais ça va venir très précisément de ce qui existe déjà, qui sera vu, combiné, travaillé d'une manière qui sera originale. Donc ça, c'est la premier conseil. Donc pensez à ce qui existe pour construire quelque chose de nouveau. Ensuite, la fameuse idée lumineuse, oui, qui va jaillir du vide comme une révélation, je viens de le dire. Non, c'est pas le cas. Et donc, il faut s'inspirer de ce qui existe déjà. Et donc, là, je vous disais, il faut voir, par exemple, les programmes des colloques. Donc, vous voyez le programme et tous les colloques ont en général une séparation par, je dirais, une distribution par domaine. Donc, s'il y a un domaine qui vous intéresse, par exemple, que sais-je pas, la sémantique, s'il y a la didactique, s'il y a l'analyse du discours, s'il y a, enfin, phonétique, phonologie, vous choisissez plus ou moins le domaine qui vous intéresse. Et là, vous allez trouver qu'il y a des communications. Et ces communications, elles sont en général accompagnées, et les programmes sont accompagnés d'un recueil de résumés. Et donc là, les résumés, ils concentrent en 300 mots toute une recherche où vous aurez quand même, évidemment, bon, le titre, vous aurez les objectifs de cette recherche, vous aurez aussi les résultats, vous aurez le cadre théorique, vous aurez le corpus, etc. Donc, vous aurez tout ça en 300 mots et ça va vous inspirer. Et peut-être si ça vous intéresse, vous dites, bon, voilà, hein, j'aimerais bien continuer sur, j'ai pas sur cette, enfin, dans cette direction, sur ce domaine, etc. Donc, conseil, lisez les recueils de résumés des colloques. C'est toujours source d'inspiration. Ensuite, une autre idée, il faut trouver un objet d'étude. On se dit, ah voilà, c'est comme si cela était au coin de la rue, ça venait à votre rencontre. Ce n'est jamais le cas. Il n'y a pas d'objet d'étude préexistant. C'est le chercheur qui le construit. Donc ça, c'est construit petit à petit par un découpage, par la construction d'une problématique, et c'est tout ce qu'on va voir enfin, d'ici quelques minutes. Ensuite, l'épuisement des sujets. Hein, les gens qui vous disent, ah oui, j'aimerais bien faire de la recherche, mais tout a déjà été dit, alors il n'y a rien. Alors, encore une fois, si vous commencez à voir que, par exemple, quand on voit les colloques, vous pouvez avoir 300, par exemple, 300 communications, on voit bien qu'il y a énormément de sujets qui se présentent tout le temps. Caroline, tu veux me dire quelque chose puisque je vois ta main levée? Non, ça va? Non, non, c'est bon. D'accord, d'accord. Donc, c'est pour vous dire que dans la production scientifique, il y a toujours énormément de sujets qui apparaissent, qui sont… Donc, on ne peut pas penser à l'épuisement des sujets, d'autant plus que dans les sciences humaines et sociales, tout est une question d'interprétation. Donc, il y a beaucoup, une multiplicité de regards qui peuvent être posés sur un même objet de recherche. Donc, pas question de penser que tout a déjà été dit, vous avez toujours quelque chose à ajouter. Finalement, une idée, je dirais, absolument contre-productive, et c'est le fait de dire qu'il ne faut pas répéter ce que d'autres ont énoncé avant nous, et imaginer qu'on va rester dans son petit coin et que tout d'un coup, on aura cette idée et que ce sera quelque chose d'original qui n'a jamais été dit, et que en fait, je ne dois pas me faire le coup de ce qui a été dit. C'est exactement le contraire. Là, la production scientifique se caractérise par un chemin continu d'appartenance et de rupture. Donc, ce que vous allez dire doit s'inscrire dans une certaine perspective théorique et doit toujours tenir compte, en fait, de ce qui a été fait avant vous. Il y a toujours quelque chose qui sera fait après vous. Donc, il y a, si vous voulez, tout ce parcours scientifique qui est un parcours dans lequel vous allez, vous, insérer votre recherche, mais qui ne va pas venir comme ça du néant, mais qui va s'inscrire dans une perspective et dans un cheminement qui a déjà été commencé bien avant que vous ayez l'idée d'essayer de faire un travail scientifique. Et ensuite, une autre idée contre-productive, le rêve de la connaissance totale. Hein. La recherche scientifique, ça permet d'atteindre la totalité du savoir, un peu comme la leçon de Ionesco, le doctorat total. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses, enfin, de nouvelles perspectives, etc. Et quel est je dirais, le danger de
de cette idée, c'est que vous n'en finissez jamais, en fait, parce qu'il y a toujours des choses qui s'ajoutent, etc. Donc, ça vous fait quand même des travaux qui n'en finissent jamais et qui, je dirais, qui sont morts avant leur naissance. Pourquoi? Parce que vous reportez toujours à plus tard, il y a toujours quelque chose qui s'ajoute, etc., etc. Et non, il y a un moment où il faut savoir dire, ça s'arrête ici. Et après, je verrai pour un autre travail qui pourrait commencer plus tard. Donc, ça, c'est une pensée paralysante, hein, cette question de la connaissance totale. Donc, attention. Finalement, d'autres idées que je vais donc balayer un peu de la main. L'idée que l'objet d'étude, que l'hypothèse sont figées à jamais. Non, c'est quelque chose d'absolument évolutif. Donc, vous pouvez avoir donc un objet d'étude, une certaine hypothèse, j'ai pas déjà même un projet, et ce projet, il va évoluer, il peut changer. Le plus important, c'est que vous soyez capable comment vous dire, de tracer une certaine feuille de route pour une démarche scientifique. Mais ne croyez pas que vous êtes liés, pieds et poings liés à jamais lorsque vous avez énoncé que vous vouliez faire X chose. Vous pouvez toujours changer. Et d'ailleurs, quel que soit le projet, il évolue tout le temps. Et ensuite, l'idée qu'il faut envoyer un travail fini au directeur de recherche, ben non, absolument pas. Je fais une parenthèse, je dis ici directeur de recherche, mais moi je suis une femme, on est là, une majorité de femmes, je dis directeur, directrice. Mais pour ne pas dire directeur-trice, ce qui me fait un peu long, je vais dire peut-être tout simplement directeur, mais pensez que moi, à l'esprit, j'ai aussi bien les hommes que les femmes. Hein. Donc voilà. Donc, et cette question du travail fini, c'est exactement le contraire. Il faut savoir que le directeur est là pour nous aider, pour nous accompagner. Donc, il faut essayer de laisser tomber certaines pudeurs et se dire, bon, voilà, je vais me montrer. Bien sûr, il ne s'agit pas d'envoyer n'importe quoi, mais vous pouvez parfaitement envoyer un brouillon. Et vous allez envoyer des brouillons au fur et à mesure de votre progression, par exemple avec l'état de l'art, avec autre chose. Et ça va être le directeur pourra vous dire, bon, il faut rajuster le tir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pourquoi? Parce qu'en plus, il y a un danger. Si vous essayez, vous pensez à envoyer un travail fini et que, on sait jamais, si vous avez fait fausse route, vous imaginez tout le temps que vous avez perdu. Donc, il faut justement, pour vous protéger, il ne faut pas se cacher, mais il faut se montrer. C'est exactement le contraire. Pourquoi? Parce que le directeur, c'est pas votre ennemi, c'est justement votre allié, votre ami. Il va vous dire non, 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 ça, on pourrait l'améliorer et faire autre chose. N'attendez pas d'avoir parcouru tout un chemin pour demander l'avis du directeur. Parce que, encore une fois, si vous avez fait fausse route, vous avez perdu votre temps. Donc voilà, j'ai un peu dit ce que c'était une espèce de mise en garde pour essayer de battre en brèche certaines idées. Et là, je vais me mettre à caractériser la démarche scientifique. Mais bien sûr, je vais quand même, si vous voulez, à l'autre extrême. Et donc, recherche scientifique, ça ne veut pas dire que lorsque je recherche quelque chose, c'est forcément scientifique. Si je ne connais pas la recette du clafoutis aux prunes et que je la cherche sur le net, c'est pas un travail de recherche scientifique que je fais. Ou si je cherche une chanson pour travailler, que sais-je, j'ai pas, le souvenir et l'imparfait, c'est pas non plus une recherche scientifique. La recherche scientifique a certaines caractéristiques que nous allons voir ensemble. Mais pour présenter ça, je vais passer deux contrats fictionnels avec vous. Le premier, c'est que je vais parler des démarches scientifiques en général, comme si la science était un tout homogène, ce qui n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre entre parenthèses les différences entre les sciences expérimentales et les sciences humaines et sociales. On comprend, il s'agit de deux paradigmes complètement différents. Donc, quand je parle des sciences expérimentales associées aux sciences dures, je vais voir peut-être une recherche de laboratoire, une recherche avec un protocole qui sera répété X fois pour essayer de tirer des connaissances qui seront généralisables, etc. Alors que dans les sciences humaines et sociales où nous nous plaçons, tout sera beaucoup plus interprétatif. Donc là, attention, je parle de science, mais la science n'est pas un tout homogène. Et ensuite, je vais énumérer et décrire un certain nombre de pas à suivre, comme si la démarche scientifique était un parcours linéaire qui se faisait par étapes, etc. Mais ce n'est pas le cas. Hein, c'est souvent récursif, donc je peux revenir en arrière ou je peux même faire
parfois certaines choses en même temps. Il y a ce que je fais après conditionne et il y a un effet rétroactif sur ce que j'ai fait avant, et alors je commence à revoir quelque chose, etc. Donc, vous voyez, mais pour le présenter de manière plus simple, je vais faire comme si c'était des étapes. Bon, j'aime toujours commencer par cette photo. Là, vous voyez la photo d'une empreinte sur le sable. Je pourrais donc imaginer que cette empreinte sur le sable, c'est un peu comme mon objet de recherche. Donc, je vais me poser des questions à propos de cette empreinte. Mais ce que je veux montrer, et je pense à la photo, quand je prends une photo, je fais quand même un certain découpage de la réalité. Pourquoi? Parce que je fais un cadrage particulier, etc. Donc là, j'ai choisi cette empreinte, mais j'aurais pu en choisir une autre ou une autre. Pourquoi? Là, ce qui compte, c'est en fait mon choix, c'est mon découpage de la réalité. Et là, je vais citer Saussure, bien loin que l'objet précède le point de vue, on dirait que c'est le point de vue qui crée l'objet. Donc voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas que l'objet de recherche nous attend au coin de la rue, mais c'est nous qui le construisons. Pourquoi? Parce que nous décidons de cadrer certaines choses. Donc on va faire une sorte, on va circonscrire un sujet. Nous, c'est le chercheur qui va le faire. Donc pour nous concentrer un peu sur cette démarche scientifique, ici, je réponds qui vit un peu nous. Tout fait scientifique suppose une triple démarche. Donc, d'abord, la rupture avec les préjugés, les fausses évidences qui nous donnent l'illusion de comprendre les choses. Donc, on est un peu dans la routine et on pense que tout se passe comme ça, etc. Non, il faut commencer pour faire de la recherche à avoir un regard plus critique et à identifier, par exemple, un problème, quelque chose qui ne va pas ou qui éveille des interrogations. J'essaie de voir toujours, il faut qu'il y ait un petit problème quelque part. Il faut qu'on trouve quand même un petit problème quelque part, il faut qu'on le détecte et qu'on le découpe et qu'on l'identifie. Ensuite, je vais construire de manière rationnelle un cadre théorique de référence. Donc, je vais choisir une perspective théorique et un dispositif d'analyse pour aborder ce problème. Et finalement, je vais, le troisième pas, c'est la constatation ou mise à l'épreuve sur des données de la réalité, sur des données empiriques. Autrement dit, je vais constituer un corpus et je vais l'analyser pour voir si mes hypothèses peuvent être validées ou pas. Donc là, et j'aime bien donc citer aussi Bachelard, qui dit qu'on connaît contre une connaissance antérieure. Et donc là, je ne vais pas tout lire, mais je vais citer les parties en rouge. Donc, on connaît contre une connaissance antérieure. Et là, vous voyez, ça illustre ce que je viens de dire par rapport à la rupture avec ce qu'on croit connaître, etc. Et ensuite, l'esprit scientifique, et par rapport à l'esprit scientifique, donc avant tout, il faut savoir poser des problèmes. C'est ce qu'on vient de dire, il faut identifier ce problème. Et quoi qu'on en dise dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. Vous voyez, c'est le chercheur qui les identifie, qui les découpe, qui les circonscrit. Donc, il s'agit toujours de donner une réponse à des questions. Donc, encore une fois, un élément important, les questions. Et j'aime bien la fin, rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit. Donc, la recherche scientifique est une longue construction, comme la vie d'ailleurs et comme beaucoup de choses. D'accord. Donc, la construction du problème par une première observation visant l'identification d'un thème ou une thématique de départ qu'on souhaite étudier. Donc, effectivement, je dois chercher ce que je veux faire. Donc, je vais procéder un peu comme une espèce de zoom cinématographique. Je vais prendre un thème en général. Et à l'intérieur de ce thème, je vais choisir un sujet un peu plus précis, où en général, on observe assez souvent une tension entre deux variables. Par exemple, si c'est l'éthique à l'université, ça peut être le rapport entre Internet et le savoir des étudiants. Vous voyez, là, je commence à circonscrire de manière un peu plus précise. Donc, donc, une fois que je sais plus ou moins ce que je veux travailler, de manière assez générale, je commence une phase exploratoire, c'est-à-dire je commence à lire. Donc, qu'est-ce que je peux lire? Et évidemment, des articles il y a énormément d'articles scientifiques sur Internet aujourd'hui, mais je peux aussi aller dans une bibliothèque pour voir des ouvrages qui vont me servir. On peut aussi avoir des entretiens avec des spécialistes ou avec des collègues pour essayer de faire quand même ces premiers pas
dans un sujet, dans un domaine, si on ne le connaît pas trop. Donc, ça a plusieurs avantages. Alors, là, je reviens sur le fait que les idées ne viennent jamais comme ça du néant. Ça me permet d'acquérir des connaissances. Pourquoi? Parce que je peux difficilement essayer de parler de ce que je ne connais pas. Donc, il faut qu'on commence à connaître quelque chose par rapport au sujet qu'on veut travailler. Ensuite, ça me permet aussi d'intégrer les termes scientifiques qui sont employés pour en parler. Pourquoi? Parce qu'une communauté scientifique est aussi une communauté discursive et les choses sont nommées d'une certaine manière. Il y a des concepts qui sont définis, il y a des termes qu'il faut employer et ça, je dois l'intégrer aussi dans ma connaissance. Ça me permet aussi de reconnaître les aspects qui ont souvent été traités. Je dis souvent été traités, enfin s'ils ont été vraiment traités ou pas, assez souvent. Si on voit qu'il y a énormément, donc il faut chercher donc un angle différent. Et là, j'avance un peu sur la question des perspectives théoriques. Si le sujet n'a pas été traité fréquemment, je sais que là, j'ai peut-être, et j'avance sur le troisième, une niche, c'est-à-dire un segment qui a été peu exploré. Et donc ça va donner plus de pertinence encore à ma recherche. Donc, où je peux identifier une perspective théorique qui m'intéresse pour un sujet qui est plus ou moins proche. Donc, vous voyez que ça commence à m'aider à construire. C'est comme une petite lumière qui commence à me guider dans le noir. Et cette phase exploratoire me permet de profiler un peu l'objet de recherche. Et donc là, vous savez par exemple, si le thème général, c'est la presse et les médias, comme une étude en sciences humaines et sociales, j'ai un sujet un peu plus déterminé, si vous voulez, l'influence des médias sur l'opinion publique. Mais vous allez voir que le sujet de recherche est donc énoncé de manière beaucoup plus longue. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de précision. Par exemple, l'influence de la couverture médiatique du conflit syndical patronal en 2004 au sein de la Société des alcools du Québec sur les consommateurs de vins et spiritueux. Donc, du coup, l'opinion publique, qui était une entité vague et générale, devient quelque chose de beaucoup plus précis et circonscrit, les consommateurs de vins et spiritueux. Alors, les médias comme ça en général, ça se précise aussi, c'est quelque chose de spécifique, la couverture médiatique dans certains conflits syndicaux patronal en 2004. Vous voyez en plus apparaître d'autres coordonnées, je dirais le temps, et pour savoir si c'est par exemple en 2004, c'est pas une recherche historique, c'est quelque chose de situé. Et il y a aussi un contexte sur la dimension spatiale. Je sais que ça se passe au Québec, etc. Donc vous voyez beaucoup plus de précision. Si je voulais prendre comme sujet, imaginez je prends l'école. Et comme thème, l'école. Comme sujet, la violence à l'école. Et là, je trouve donc mes deux variables. Donc, la violence à l'école. La violence et l'école, la violence à l'école, etc. Et je dois préciser un peu mon objet de recherche. Première question. La violence, quelle violence? C'est une violence physique, c'est une violence verbale. Donc, je dois définir quel type de violence. Et là, je commence déjà à circonscrire. Quand je dis l'école, je vais dire, bon, l'école primaire, l'école secondaire, les écoles urbaines, les écoles, par exemple, rurales, je dois déterminer. Mais en plus, je vais déterminer aussi dans l'espace. En Argentine, toute l'Argentine, la province X, toute la province, la ville, toute la ville, je vais peut-être être amenée à choisir, par exemple, un lycée, un établissement X. En plus, du point de vue des actants, je dois dire, bon, c'est la violence chez les étudiants, enfin chez les élèves entre eux, par exemple au lycée, et chez les lycéens, c'est entre les lycéens et les enseignants, c'est entre les enseignants, c'est les autorités et les enseignants, c'est les parents, c'est les parents et les enseignants. Donc vous voyez, je dois déjà déterminer quels sont les actants qui seront intéressés ou qui seront en tout cas qui vont participer à ce conflit.
Et en plus, je dois savoir si c'est une étude historique et je veux faire des courbes, s'il y a une augmentation ou non, etc. Ou si c'est une étude que je vais donc établir, par exemple, le deuxième semestre de 2019, pour donner une... Donc, vous voyez de quelle manière je peux partir d'un thème général, passer donc par un sujet un peu plus précis et puis circonscrire exactement ce que je veux étudier. Par exemple, la violence verbale chez les lycéens, les lycéens de l'école X de la province de nanana. Donc, vous voyez que là, la démarche scientifique est toujours précise. Donc, en général, pour votre projet, ne dites pas, ah oui, ce qui m'intéresse, c'est le français à l'université. Non, vous voyez, c'est vague. Il faut commencer à circonscrire et on va travailler sur quelque chose de précis. Donc, l'objet d'étude émerge de l'ensemble des réflexions suscitées par les lectures et l'observation et en général, c'est, comme je vous l'ai dit, un problème. Et ce problème, en général, c'est l'absence totale ou partielle de connaissance sur un point précis. Là, je vous dis, c'est le plus sûr. Donc, il manque des informations sur X choses. En général, c'est ce qu'on choisit. La mise en doute de ces connaissances ou de ces conclusions, alors, vous pouvez aussi faire ça, mais ça exige de mettre en regard deux théories. Par exemple, je dis, ah, la violence à l'école, certains soutiennent que la violence à l'école provient de la crise sociale, etc. D'autres soutiennent qu'il y a des facteurs intérieurs, que ça se passe en interne et qu'il y a certaines caractéristiques de l'école qui peuvent susciter nanana. Et alors, moi, je vais choisir une troisième voie, je vais voir si c'est l'un, si c'est l'autre. Mais je vous dis qu'en général, le plus pratique, c'est de dire, bon, là où il y a une lacune, la lacune en termes de, donc la niche en termes de Thwaites. Et on peut aussi travailler sur la contradiction entre certaines conclusions ou le manque de vérification d'une théorie ou le manque d'une méthodologie pour étudier un problème, etc. Alors, face à ce problème, à cette lacune de la connaissance, et c'est le fait que il y a quelque chose qui ne va pas, le chercheur se pose des questions. Donc là, c'est la question des questions de recherche qui prennent exactement la forme d'énoncés interrogatifs, c'est-à-dire qu'ils doivent apparaître sous la forme d'énoncés interrogatifs et après on va le voir sur les exemples. Donc la question, elle doit être claire et précise. Éviter les questions trop vagues ou celles dont le sens peut prêter à confusion. Je vous donne un exemple. Si les difficultés des adultes pour l'apprentissage, par exemple, de la prononciation. Donc, difficulté. Difficulté n'est pas un terme scientifiquement déterminé. Donc, c'est quoi une difficulté? Donc, vous devez chercher des termes précis et définis scientifiquement. Si je dis les interférences de la langue maternelle, alors là, c'est quelque chose de beaucoup plus identifiable. Donc, il faut que les termes de votre question correspondent à des concepts clairement définis, des concepts scientifiques. Ensuite, votre question doit être réaliste, en rapport avec les ressources personnelles, matérielles et techniques nécessaires pour la recherche. Donc, si pour répondre à votre question, vous aurez besoin de consulter et par exemple, que sais-je, sais pas, la communication épistolaire entre deux personnes, alors que cette communication épistolaire n'est pas mise à la disposition du public, évidemment, je vous déconseille de faire cette recherche. Si pour faire votre recherche, vous avez besoin d'un enregistrement vidéo, alors qu'il est absolument interdit d'enregistrer X chose, bon, autant penser à autre chose. Donc, vous voyez, il faut que vous sachiez que vous pouvez faire cette recherche, que vous avez les ressources personnelles et matérielles pour la faire. Et là, ce qui joue vraiment, c'est la question du corpus. Si vous voulez travailler sur un corpus auquel vous n'aurez pas accès, bien sûr, il faut changer de sujet. Ensuite, il faut que la question soit pertinente, qui cherche non pas à juger, mais à comprendre, excusez-moi.
comprendre un phénomène. Donc, il ne s'agit pas de juger, il ne s'agit pas de dire pourquoi les adultes de plus de 50 ans prononcent mal. Non, non, il n'y a pas une question, c'est pas, la recherche n'est pas axiologique. Hein. Donc, elle est descriptive, interprétative, mais non pas axiologique. Donc, ce n'est pas une question de dire s'ils prononcent bien ou mal. Vous pouvez peut-être dire pourquoi il y a plus ou moins d'interférences de la langue maternelle, etc. Pourquoi il y a un écart plus sensible entre la prononciation des plus de 50 ans et ceux de moins de 50 ans, etc. Et il faut que ce soit une question sur un sujet qui existe. Il faut que vous puissiez montrer que, pardon, un problème, et que ce problème existe. Par exemple, en sciences du langage, parce que je suis en train de donner des exemples qui sont un peu plutôt du côté de l'enseignement, mais en sciences du langage, imaginez, vous dites, il y a un certain emploi d'une certaine préposition qui commence à empiéter sur le domaine d'autres prépositions, où il y a un temps de verbe qui commence à empiéter sur ce qui était la règle jusqu'à ce jour. Donc, il faut que vous puissiez montrer que cela se fait dans la réalité. Donc, vous devrez citer des cas, des occurrences d'emploi. Et dire, par exemple, on voit toc, 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 toc. Donc, ça prouve que ce phénomène existe et je voudrais m'y intéresser. Et il faut aussi que la question soit ouverte, susceptible de générer diverses réponses. Donc, pas question de dire, par exemple, les réseaux sociaux peuvent-ils aider à l'acquisition apprentissage du français? Ah, oui ou non? C'est une question fermée. Non, il faut que cette question soit ouverte. Donc, vous pouvez dire en quoi les réseaux sociaux peuvent-ils ou non aider à l'apprentissage, l'acquisition du français. Donc, vous voyez que là, j'ouvre un horizon de recherche. Je laisse ouverte la possibilité de dire oui ou non, mais j'ouvre mon horizon de recherche et je vois de quelle manière, comment, dans quelle mesure. Vous voyez qu'il faut que ça ouvre toujours un panorama. Et donc, l'identification d'une insuffisance dans la connaissance, c'est-à-dire le fait que la littérature scientifique ne puisse pas apporter une réponse satisfaisante à ma question, à cette question que je viens de poser, m'indique que j'ai trouvé un créneau, une niche. Donc, un segment de réalité inexploré, un aspect à traiter qui n'a jamais été abordé ou qui ne l'a pas été exhaustivement ou qui a été étudié d'autres points de vue par rapport auxquels j'entends me différencier. Donc là, vous allez commencer une deuxième vague de lecture, beaucoup plus ciblée, puisque là, vous vous approchez de plus en plus vers votre objet de recherche. Alors, là, et donc, attendez que je vois. Oui. Et là, cette deuxième vague de lecture va me permettre, ou sera évidemment très utile, pour construire deux grandes parties du travail. Ces deux grandes parties sont l'état de l'art, qu'on appelle parfois l'état des lieux, qui réunit tout ce qui est écrit sur l'objet de recherche. Et ensuite, le cadre théorique, c'est-à-dire l'exposé des principes théoriques qui me permettront de construire un dispositif d'analyse pour traiter le sujet, etc. Parfois, il y a des gens qui confondent les deux, mais je vais vous donner un exemple pour que ce soit clair. Imaginez, moi, je veux traiter, je vais traiter la préposition française sur, oui, et alors, je vais faire l'état de l'art. Et je vais voir tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, oui, par rapport à la préposition sur, de tout point de vue. Donc, je peux prendre, je sais pas, la linguistique saussurienne, je vais prendre est-ce que la linguistique générative a peut-être traité le sujet des prépositions, oui, non, comment. Je vais voir, par exemple, la perspective culiolienne, hein, s'il y a, par exemple, les prépositions traitées par Frankel et Paillard. Et je vais voir, bon, peut-être des études indépendantes ou la linguistique cognitive, avec beaucoup d'études américaines sur la préposition équivalente, des études en français aussi, nanana. Voilà. Ça, c'est l'état de l'art. Tout ce qui a été dit par rapport à X choses de tout point de vue. Le cadre théorique, c'est la construction de mon dispositif théorique pour l'analyser. Et alors, je dis, moi, je vais analyser la préposition sur à partir de la perspective cognitive. Et alors là, je peux être amenée à parler de certaines choses qui ne sont pas forcément mon objet de recherche. Pourquoi? Encore l'exemple. Je dis, bon, je vais traiter la préposition sur et je vais considérer qu'il y a des emplois qui sont métaphoriques.
Quand je dis je ne veux pas avoir ce problème sur les bras, j'implique que c'est quelque chose qui est quelque chose de mal commode, qui est lourd à porter, que je ne veux pas avoir, qui me dérange. Et là, ça vient de quoi? De là. Ma perception de mon corps, la perception de mon corps que je peux avoir, et bien sûr, la loi de la pesanteur, oh, ça c'est lourd, etc., ça dérange. Donc, je vois qu'il s'agit d'un emploi métaphorique fondé un peu sur ce qu'on appelle l'expérientialisme en linguistique cognitive. Donc, je vais être amenée, pour parler de la préposition sur, à dire d'abord ce que c'est que la métaphore. S'il y a des emplois métaphoriques, donc pour un élément considéré comme grammatical, comme les prépositions. Je vais peut-être parler de l'expérientialisme défini dans le cadre de la linguistique cognitive, et je vais peut-être parler d'une linguistique corporéisée. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de construire mon dispositif d'analyse. Vous voyez que le cadre théorique, c'est exactement ce qui va me servir à analyser la préposition, et alors que l'état de l'art était tout simplement tout ce qui avait été dit sur cette préposition. Donc, bon, les lectures pour construire ces deux grandes parties du travail doivent être impérativement suivies de pratiques d'écriture. Et donc là, vous allez faire des synthèses, vous allez donc prendre note de ce qui peut vous servir pour votre travail. Il faut le faire de manière très précise. Et il est indispensable que cela vous apporte toutes les précisions nécessaires au moment où vous allez vous mettre à écrire. Et donc, si vous voyez un passage qui vous semble très intéressant à citer, il faut bien évidemment pouvoir le retrouver. Donc, pour cela, il faut toujours prendre la page. Donc, vous devez avoir toutes les références, savoir exactement l'auteur, le titre de l'ouvrage. Vous devez avoir l'année, donc le lieu, la maison d'édition, la page. Donc, il faut avoir tout ça. Il faut toujours prendre note de tout ça. Parfois, c'est plus facile sur les documents électroniques de les avoir, etc. Mais si vous consultez des éléments sur papier, vous avez des photocopies, il faut bien sûr prendre note de ça. Parce que si après vous voulez citer et que vous ne retrouvez plus ce que c'était, vous n'avez pas le temps de vous mettre à relire tout ce que vous avez déjà lu une fois. Donc, il faut que vos notes soient très précises et que ça vous permette de retrouver ce que vous avez lu au moment de le citer. En même temps, pendant que vous écrivez, c'est sûr que vous aurez des idées. Donc, ces idées, moi, ce que je faisais, c'était, je prenais une autre couleur. J'avais un code couleur. Et si je prenais mes notes, j'ai pas en bleu, mes idées à moi, elles étaient en noir. Je les mettais à part. Idées pour X choses. Et donc, après, un jour, vous allez vous retrouver qu'il y a quand même des idées que vous avez, vous, développées et qui vont trouver leur place dans votre mémoire. Autre chose, il ne faut pas penser que je vais d'abord tout lire et ensuite je vais mettre à écrire. Non, ça, il faut le faire de manière progressive. Je peux lire 2 ou 3 articles qui m'intéressent et qui m'apportent quelque chose et je commence déjà à en faire une petite synthèse. L'idéal, c'est de commencer par l'état de l'art. Pourquoi? Parce qu'il faudra, vous devrez faire ça. C'est je dirais quelque chose d'incontournable et cela vous permet de vous faire un peu la main déjà et de commencer à vous mettre à écrire. Pourquoi? Parce que le premier jour, vous allez peut-être prendre assez longtemps pour écrire une page, mais vous allez voir qu'après, vous aurez un bon rythme. Et bon, donc la révision des productions préalables et l'adoption d'une perspective particulière et vous permettront la formulation de ce qu'on appelle la problématique de recherche, c'est-à-dire la définition d'un objet de recherche sur la base d'une perspective théorique. Et donc là, je définis, enfin, c'est pas moi, je prends comme définition la problématique, c'est l'ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi. Donc, les hypothèses se présentent sous la forme d'énoncés affirmatifs qui constituent des propositions de réponse aux questions de recherche. Donc, je considère que, par exemple, pour dire la violence chez les lycéens de l'école X est le résultat, parmi d'autres, de A, B et C. Donc, vous devez avancer cette réponse. Mais bien évidemment, il s'agit de réponses provisoires et relativement sommaires, c'est-à-dire c'est exprimé en peu de mots, qui devront être testés, corrigés, approfondis et nuancés selon les résultats de l'analyse des données.
que vous allez faire. Pourquoi? Parce que justement, vos hypothèses devront être validées ou nuancées, etc., par je dirais, la confrontation avec la réalité empirique. Et donc, évidemment, je devrais confronter l'hypothèse à un corpus d'études. Le corpus doit être représentatif, c'est-à-dire que donc si si je distribue des questionnaires, peut-être des questionnaires distribués à un certain nombre de personnes, et si je commence à rassembler des occurrences d'une certaine expression linguistique, je dois avoir une quantité considérable, non pas 3000, mais je dois avoir quand même une certaine quantité. Ça doit être adapté aux objectifs de recherche, ça doit être homogène, c'est-à-dire que vous allez trouver qu'en général, si je fais un travail à partir d'un corpus de textes littéraires et je mettre à l'intérieur de ce corpus des textes journalistiques, ce ne serait pas homogène si moi je me place dans la perspective littéraire. Si je veux faire un travail de contraste, alors là, ça peut être autre chose. Donc, vous voyez que le corpus dépend des objectifs que je me suis et de mon objet de recherche. Alors, le corpus doit être étudié systématiquement et analysé exhaustivement. Si vous avez un corpus, c'est pour le travailler. Pas question d'avoir un corpus et finalement, je cite une fois une phrase. Non, pas question de faire ça. Le corpus, il doit être travaillé et analysé. Et la collecte de données empiriques sera déterminée selon certains critères méthodologiques qui correspondent aussi eux-mêmes à des paradigmes déterminés. Il y a en général une approche quantitative et une approche qualitative. L'approche quantitative est surtout orientée vers la recherche de l'explication, la vérification et la généralisation. Ça fait un peu science dure, en fait. C'est des méthodes de recherche qui ont été appelées, qui sont souvent appelées positivistes, qui cherchent à comprendre, à expliquer et à prédire des phénomènes. Donc, effectivement, si je travaille un corpus très important, j'aurai moins de marge d'erreur et je pourrais généraliser, dire, donc, il y a des fortes, si cela s'est passé 3000 fois, il y a des fortes, ou 36 000 fois, il y a des fortes chances que cela continue de se passer comme ça. Donc, c'est quelque chose de prédictif. Donc, assez souvent, on trouve des corpus importants, traités de manière statistique, et leur objectif est de produire des connaissances qui pourront être généralisées et appliquées à d'autres contextes. Donc, et c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Et donc, si vous faites des enquêtes très importantes, un nombre important, vous pouvez peut-être tirer des conclusions généralisables. Donc, je ne dis pas non. Il y a des corpus, et donc il y a des corpus préexistants. Il y a des bases de données. Par exemple, je pense au corpus ESLO de l'Université d'Orléans, c'est un corpus oral, le corpus de français parlé parisien des années 2000, Frontext, etc. Donc ça, c'est une base de données. Ça existe aussi en espagnol, el Corpus CREA, el Corpus 21, ça existe. Donc c'est une base de données où je peux aller chercher par exemple une occurrence, je veux traiter desde cuando, et alors là je vais au Corpus CREA, je mets desde cuando, et je vais trouver toutes les occurrences et leur contexte. Et donc là, je suis allée sur une base de données pour télécharger une certaine quantité d'occurrences qui vont constituer mon corpus. Donc, il ne faut pas confondre. C'est le schéma corpus, mais base de données, c'est-à-dire c'est là où je vais puiser les éléments que je vais ensuite travailler dans mon corpus. Donc, moi, je détermine mon corpus. Mais vous pouvez aussi construire votre corpus à partir d'autres choses, par exemple d'une sélection de discours écrits et oraux, peut-être des ouvrages littéraires. Moi, une fois, j'ai travaillé sur des ouvrages littéraires en français, leur traduction en espagnol, et j'ai recueilli certaines expressions qui apparaissaient dans l'un et dans l'autre. Je voyais que c'était des traductions, etc. Donc, ouvrages journalistiques, ou les deux, si vous voulez les contraster. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire et construire votre propre corpus. Et donc, cela peut se faire sans problème. Mais encore faut-il que ce soit homogène, bien systématisé, etc. Donc, vous pouvez aussi avoir des copies d'étudiants, par exemple. Vous constituez un corpus de copies d'étudiants. Là, il faut toujours demander l'autorisation. La même chose pour les captures de discours écrits et oraux. Il faut toujours demander l'autorisation. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer une personne à son insu. Donc, ça, c'est clair. Donc, il faut quand même, je n'ai pas le temps de travailler aujourd'hui ça, mais il y a tout un critère déontologique par rapport à ça. Donc, vous demandez toujours l'autorisation.
vous pouvez faire des enquêtes directives avec souvent des questions fermées ou semi-directives avec sous forme de questionnaires écrits. Vous pouvez recueillir donc toutes ces enquêtes et tirer des conclusions. Donc là, ça va être un traitement quantitatif. Vous avez aussi des approches qualitatives où il y a la compréhension de certains phénomènes. Donc, dans une recherche en sciences humaines et sociales qui est plutôt orientée vers l'interprétation, la réalité sociale est vue comme un processus qui émerge de l'intersubjectivité des individus. Donc là, vous serez en plein dans le qualitatif. Donc, des entretiens dirigés ou semi-dirigés avec des questions ouvertes, des entretiens non dirigés, donc échanges spontanés, bien évidemment toujours pour les échanges spontanés et toujours l'autorisation des intervenants. Observation participante, on va dire deux mots à propos de l'observation participante, récit de vie, donc je sais pas, la maîtresse de l'école qui vous raconte les problèmes qu'elle rencontre tout le temps, etc. Vidéo, dramatisation, etc. Mais on peut parfaitement trouver une combinaison de logiques quantitative et qualitative. Donc l'analyse qualitative peut se faire et sur des éléments qui émergent à partir d'une analyse quantitative. Donc, par exemple, je vous cite un exemple que j'aime bien, et c'est à l'Université d'Orléans. On travaille deux marqueurs discursifs, le marqueur disons, qui existe déjà, bien implanté, et le marqueur on va dire, comme marqueur émergent. Donc là, on fait d'abord une étude extérieure, on a fait une étude extérieure qui utilise l'un ou l'autre. On va voir que les personnes de plus de 50 ans disent plutôt disons, et celles de moins de 50 ans utilisent tout le temps on va dire. Donc là, on a une étude extérieure et quantitative. Et puis, on va faire une étude de l'intérieur, donc comportement sémantico-pragmatique, on va dire, et, avec des procédés qualitatifs. Voilà. Donc, et bien évidemment, une fois que j'obtiens les résultats de cette étude, j'arrive à des conclusions et ces conclusions vont donc il faut qu'elles soient communiquées à la communauté scientifique qui les jugera. Et donc, cette communication se fait dans le cas d'un master, par le biais d'un mémoire, oui, et ce mémoire sera évalué par un jury de professeurs. Donc, je vais dire deux mots par rapport à la recherche-action. La recherche-action suppose une recherche sur sa propre pratique afin de la perfectionner. Donc, très souvent, ça se fait dans l'enseignement. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que la recherche-action a ses caractéristiques, bien sûr, mais c'est aussi une recherche. Donc, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se recoupe par rapport à la recherche traditionnelle que je vous ai montré jusqu'à présent. Il y a toujours un point de départ, et ce point de départ, c'est une situation problématique qui suscite le désir de comprendre et aussi celui d'agir. Il y a une phase d'exploration, comme tout à l'heure, pour clarifier le problème ainsi que son environnement. Il y a une recherche bibliographique, on fait des entretiens, on fait des questionnaires, on conserve tous ces documents. Pourquoi? Parce qu'après, ils vont faire partie des annexes. Et, il y a évidemment, ça, oui, c'est une originalité, une planification d'action possible pour agir sur la situation. Pourquoi? Parce qu'il s'agit très précisément d'une recherche-action. Ensuite, lorsque j'effectue mon action, il y a un recueil de données sur le déroulement de l'intervention et il y a l'observation de l'impact de cette action sur la situation problématique. Et ensuite, il y aura une réflexion et analyse. Ces données seront quand même étudiées, analysées, etc. Et il y aura le partage du savoir généré. Donc, évidemment, les connaissances vont être d'abord partagées avec tous les participants et ensuite, elles seront véhiculées dans un univers plus large. Donc, évidemment, soutenance du mémoire, etc. Et après, bon, évidemment, peut-être articles scientifiques, etc., publiés. Donc, dans cette approche, la préoccupation de recherche ne peut être séparée des objectifs d'action. Donc, en fait, le chercheur ne se considère pas comme un observateur neutre, mais comme quelqu'un qui participe. Dès là, vous avez le terme d'observation participante, qui consiste à réaliser des observations en participant soi-même aux situations authentiques qui les
produisent, un contexte spontané. Donc, ça nous permet d'enquêter à l'intérieur des situations étudiées et donc d'observer des phénomènes qui sont peu perceptibles pour les regards extérieurs. Quel est le risque? Le risque, c'est une implication personnelle qui peut parfois biaiser un peu, qui peut donc orienter un peu trop cette recherche et biaiser un peu les résultats. C'est pour ça qu'il faut, en général, essayer une certaine distanciation, comparaison, contre-vérification. C'est ce qu'on appelle assez souvent la triangulation. Voilà. Donc, là, je vais me concentrer sur les éléments fondamentaux du projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, jusqu'ici, j'ai présenté la recherche scientifique de manière générale. Enfin, je dis recherche en sciences humaines, etc., mais de manière générale. Et j'ai même parlé un peu des parties du mémoire. Mais ce qu'on va voir, c'est que le projet est une sorte de, c'est pas un mémoire, mais cela préfigure déjà certaines parties de votre mémoire. Pourquoi? Parce que les parties du mémoire correspondent à certains pas de la recherche. Donc, quels sont les éléments du projet? Et sachant qu'un projet, et on vous demande pas quelque chose de long, c'est normalement, on demande 3 pages pour pour sciences du langage, 2 pages, si vous voulez, pour le master FLE. Et ce qu'il faut, c'est un titre. Il faut déjà définir un titre. Il ne faut pas mettre projet. Non, il faut mettre un titre, oui, qui doit être clair et qui doit donner à voir le contenu du travail proposé. Donc, il faut éviter les titres trop généraux. Les difficultés de l'enseignement apprentissage du FLE en Argentine, non. Bien sûr, nous avons déjà dit non, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la difficulté. Non. Par exemple, les interférences espagnol-français pour l'enseignement apprentissage des déterminants possessifs chez les adolescents argentins, de 13 à 15 ans, le cas du lycée X de la ville de Z. Là, vous avez quelque chose de beaucoup plus spécifique. Et en bleu, en bas, vous allez trouver un titre que je donne par rapport, enfin, et ce titre que vous allez voir en bas, c'est le titre du projet de recherche en sciences du langage que j'ai moi plus ou moins fabriqué pour vous donner comme exemple. Donc là, c'est le cas, si vous voulez, ça va recouvrir le problème des apprentis chercheurs ou chercheuses pour la rédaction de leur mémoire de master en sciences du langage. Et c'est le cas de l'université. Donc là, vous voyez, là, pardon, oui, voilà. Donc après le sujet, et vous devez mettre un mini paragraphe d'introduction. L'introduction doit circonscrire un peu le territoire dans lequel vous allez travailler. C'est un mini paragraphe. Donc ça, c'est beaucoup plus long que ce que vous allez mettre. Mais il faut dire si votre projet se situe dans le cadre des sciences du langage ou dans le cadre de la didactique, etc. Il faut quand même amorcer un peu, si vous voulez, votre recherche en disant quel est le territoire que vous avez choisi. Et donc, petit à petit, vous avancez vers l'objet de recherche. Par exemple, pour l'exemple que je viens de vous donner, dont je vous ai dit le titre, ce projet se situe dans le cadre des sciences du langage. L'analyse du discours, en particulier l'analyse du discours, et très précisément l'analyse du discours scientifique, et le cas des apprentis chercheurs pour la rédaction d'un master, etc. Vous voyez que je vais comme ça, comme un zoom cinématographique. C'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai essayé de définir quel était mon objet de recherche. Et là, je dois formuler la problématique de recherche. Et là, je dis que pour l'élaboration de son mémoire, en tant que premier travail de recherche, condition indispensable pour l'obtention de son diplôme de Master 2 en sciences du langage à l'université de X, l'apprenti chercheur, sans aucune expérience préalable dans le domaine scientifique, doit convaincre la communauté scientifique de ses qualités pour la recherche. Et pour cela, il doit mettre en œuvre différentes stratégies pour construire une figure octoriale de chercheur. Donc, et là, vous voyez que j'ai un petit problème et que je définis ce problème auquel je vais m'attaquer. Et alors, je vais poser des questions. Il y aura les questions de recherche qui peuvent être générales ou spécifiques. Là, je vous dis, j'ai marqué énormément de questions, mais vous pouvez en faire 2. 2, ça vous suffit. 2 ou 3. Donc là, ce que j'ai marqué, c'est quelles sont les stratégies en œuvre les stratégies mises en œuvre par l'apprenti chercheur devant son premier travail de recherche, etc. Comment
comment compense-t-il ou elle son manque d'expérience dans la recherche? Quels moyens linguistiques emploie-t-il ou elle pour définir son identité et construire sa propre voix dans la mise en texte? En quoi son identité se précise-t-elle ou non à travers son positionnement? Si oui, quelles sont les marques linguistiques qui permettent de se positionner comme un chercheur, etc., etc. Et quelle est la figure octoriale construite par de telles marques? Vous voyez énormément de questions, vous pouvez en faire 2 si vous voulez, mais c'est pour que vous voyez aussi de quelle manière on pose les questions, toujours avec l'inversion du sujet, bien évidemment, c'est une interrogation écrite, et des questions qui doivent être ouvertes et non pas fermées. Et c'est pas, compense-t-il, oui ou non? Non. Comment il compense? Vous voyez, il y a toujours des questions qui sont ouvertes. Quelles sont les stratégies? Comment? Quels moyens? En quoi? Etc. Bien évidemment, ces questions peuvent susciter en tout cas des objectifs. Par exemple, si je dis quelles sont les stratégies mises en œuvre par l'apprenti-chercheur, mon objectif c'est de caractériser les stratégies mises en œuvre par l'apprenti-chercheur. Et là, je vous ai mis toute une série de verbes qui peuvent vous aider. Donc, identifier la manière dont il compense ou non son manque d'expérience, relever les moyens linguistiques qu'il emploie pour définir son identité, déterminer de quelle manière son identité se précise, détecter les marques linguistiques, etc. Donc, petit conseil, il faut que ces infinitifs soient désignent, si vous voulez, des objectifs et non pas des activités. Donc, faire une révision de la bibliographie est une activité nécessaire, mais ce n'est pas l'objectif de votre recherche. Oui. Analyser les énoncés, c'est une activité nécessaire pour pouvoir décrire. Donc, attention. Là, je vous donne des infinitifs qui sont utiles. Pourquoi? Parce que en plus, c'est quelque chose de mesurable. Identifier, oui, je peux l'identifier. Tac, je le marque. Relever, tac, 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 je fais une liste. Déterminer, je définis. Détecter, ah, il y a ça, ça, ça et ça. Décrire, je peux le faire. Il faut que ces infinitifs correspondent à une démarche scientifique et qu'en plus, cela puisse être, pour ainsi dire, si vous voulez, mesuré ou prouvé. Bon, je me dépêche parce que il faut encore un autre modèle et j'ai énormément de choses à dire. Donc, l'hypothèse de recherche qui se présente comme une réponse provisoire aux questions de recherche doit s'insérer dans une perspective théorique de manière explicite, dans la mesure du possible. Et là, je vous lis plus ou moins cette hypothèse. N'ayez pas peur si je vais vite. Je vais vous envoyer ça sous forme de projet. Après, je vais vous le montrer. Donc, sur la base du postulat selon lequel tout scripteur, ou scriptrice bien sûr, construit un ethos discursif, et là je mets entre parenthèses déjà quelles sont mes références bibliographiques. Manguenot, Amossi. Deux chercheurs, nous formulons l'hypothèse suivante, vous voyez même le mot hypothèse. Confronté à son premier travail de recherche, l'apprenti-chercheur vise à effacer son ethos prédiscursif d'apprenti. Et ethos prédiscursif est une notion. Donc, je mets ma référence bibliographique et à construire une figure octoriale de spécialiste. L'état de l'art, dans le mémoire, espace essentiellement polyphonique, et donc polyphonie, je marque Bakhtin et Ducrot, lui permet de se présenter comme un connaisseur de la littérature de spécialité, de construire une figure octoriale d'analyste rigoureux, de critique stricte, de chercheur averti. Dans la révision bibliographique, il met en scène sa propre démarche scientifique en se servant de marques linguistiques, de reformulations non paraphrastiques. Et là, je cite par exemple Garcia Negroni, 2009. Pourquoi? Parce que Garcia Negroni a étudié ça et ça va me servir donc pour dire, voilà, moi je vais me concentrer sur ces marques linguistiques. Les marques de reformulation non paraphrastiques, c'est-à-dire des marques qui marquent l'éloignement, qui marquent la réconsidération, etc. En réalité, après tout, etc. Donc, je ne vais pas étudier c'est-à-dire, je vais peut-être étudier en réalité, par exemple, pour vous donner un exemple. Et bon, afin de convaincre un jury qu'il a les qualités nécessaires. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des références bibliographiques théoriques. Donc, ensuite, parfois, on peut marquer aussi la pertinence de l'étude. Ça, ce serait bien. Vous voyez que tout ce que je fais, c'est très long, mais vous pouvez faire plus court. Donc, quelle est la pertinence scientifique? C'est le fait de montrer que ce problème mérite d'être étudié. Donc, en fait, que c'est un problème qui a un certain intérêt scientifique. Donc, ça, c'est déjà une manière de marquer la pertinence. Donc, s'il y a des études sur ce sujet, ça veut dire que c'est un sujet quand même qui vaut la peine.
Et deuxième pertinence scientifique, la plus souvent utilisée, celle que je recommande, la niche, le concept de niche de Swales. Autrement dit, personne n'a étudié ça et il y a un manque, il y a une lacune et moi, je suis prête à essayer de la combler. Il y a aussi une pertinence sociale qui s'établit en montrant que cette recherche apporte une réponse à certains problèmes et que cela cherche à les résoudre. Et ça va être très important pour une recherche-action. Je vais vous donner un exemple des deux. Donc, pour la pertinence scientifique, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'en général, enfin, les études réalisées sur l'image vectorielle ont jusqu'à présent focalisé le cas des thèses de doctorat, négligeant l'inscription dans le texte des étudiants en master. Donc là, je vois, il y a une lacune. Si tu as un master, ils font leur premier travail, ça n'a jamais été étudié, c'est surtout pour les thèses de doctorat. Donc là, je vois ma niche. Donc, plus particulièrement, les rares études sur ces sujets concentrent leur attention sur les sciences dites dures. Ainsi, le cas des mémoires de master en sciences du langage n'a pas, à notre connaissance, fait l'objet d'une étude scientifique. Ça, c'est une phrase que vous pourrez quand même reprendre parce que ça vous dit, ça n'a, en tout cas, à notre connaissance, puisqu'on ne sait pas, et ça n'a pas fait l'objet, c'est cette lacune que nous souhaiterions combler par une étude systématique, etc., etc. Donc là, vous voyez un exemple de pertinence scientifique. Et pour la pertinence sociale, je peux dire à terme, les connaissances générées par cette recherche seraient susceptibles d'application à des disciplines proches manquant d'études spécifiques, tel le cas de Master FLE. En outre, la caractérisation de la construction de l'identité vectorielle pourrait faire l'objet d'une étude comparative, etc. Et finalement, je vais au point le plus important, cela pourrait quand même s'avérer très utile pour des enseignements ciblés sur l'appropriation du genre académique mémoire de recherche. Donc, vous voyez, je marque que mon étude va être utile. Donc là, ça, c'est la pertinence sociale de l'étude. Ensuite, vous devez faire l'état de l'art. Donc, dans le cas de l'exemple donné, il n'y a pas d'études spécifiques, mais je peux me servir de certaines études faites sur des thèses de doctorat, ou je peux me servir de certaines études faites peut-être dans d'autres pays. Et ça peut être intéressant, ou des études faites en sciences dures pour voir s'il y a ou non des points de contact, etc. Et donc, pour le cadre théorique, donc je peux tout simplement dire quels sont les concepts théoriques que je vais mobiliser. Donc, nous mobiliserons entre autres les concepts d'éthos discursif et prédiscursif, et je cite mes références, polyphonie et marqueurs de reformulation non paraphrastique. Et à chaque fois, je cite ma référence bibliographique. Et bon, pour la méthodologie, elle doit bien sûr être cohérente avec les objectifs de recherche. Donc, je peux adopter une méthodologie quantitative, qualitative, mixte, observation participante. Je peux faire allusion au fait que ça va être une recherche-action ou non. Et je dois donc donner des références précises par rapport au dispositif d'analyse choisi. Donc, peut-être, par exemple, dans ce cas, et j'ai décidé, bien sûr, encore une fois, c'est quelque chose de fabriqué que je fais comme exemple. Donc, dans cette recherche seront intégrées des études quantitatives et qualitatives, avec une attention particulière à la convergence entre ces deux approches. Et là, je cite quelqu'un qui nous dit que ces deux approches peuvent quand même être articulées. Plus spécifiquement, avec une méthode d'analyse similaire à celle appliquée par Garcia Negroni 2009, seront identifiés les procédés reformulatifs selon la distinction entre marques de reformulation paraphrastique et non paraphrastique établis par l'auteur. Et nous effectuons un relevé des types de marqueurs employés dans les corpus, marqueurs de récapitulation, de reconsidération, de prise de distance, avec une analyse quantitative des tendances d'emploi, fréquence et prédominance. Et les marqueurs employés et correspondant à chaque catégorie seront analysés qualitativement selon le contexte, etc., etc. Donc, vous voyez que je peux articuler quantitative et approche quantitative et qualitative. Le corpus d'études. Même si je n'ai pas encore le corpus d'études, mais je sais que je peux me le procurer, je dois quand même dire quel sera mon corpus. Là, j'ai mis 10 mémoires, c'est un peu trop. Après, vous allez voir dans l'exemple que je vais vous faire parvenir, j'ai réduit un peu ça à 5. Mémoires de master de S2L, disponibles sur le site de l'université de X, de la ville ou du pays X, avec l'adresse électronique si vous l'avez. Soutenu entre 2016 et 2019, les travaux sélectionnés abordent une thématique comparable, avec une méthodologie similaire et un nombre de pages semblables.
Et donc, comme première sélection, voici la liste. Ça, c'était pour montrer que le corpus était homogène. Donc, je me dépêche. Ensuite, vous mettez les références bibliographiques selon un ordre chronologique, c'est-à-dire selon l'ordre alphabétique, oui, et dans le cas de plusieurs ouvrages d'un même auteur, selon un ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Et là, je dois mettre les références et des travaux que j'ai passés en revue pour l'état de l'art, les ouvrages cités dans le cadre théorique, certains ouvrages incontournables par rapport à l'objet d'étude. Et il est, je dirais, convenable de mettre des études récentes. Et donc, il y a bien sûr les classiques, mais essayez de faire en sorte que votre bibliographie puisse aussi avoir des études récentes, des 5 dernières années, par exemple. Et par rapport aux conventions, à la manière de mettre et de lister les références bibliographiques, vous pouvez vous reporter sur les normes APA. Les normes APA, donc ça va marcher. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que votre projet soit bien conçu. Alors, dans le cas d'une recherche-action, et bien sûr, il faudra le titre, l'introduction, la problématique. Vous voyez que la recherche-action, c'est quand même une recherche. Donc, les questions de recherche, les objectifs, l'hypothèse, l'état de l'art, le cadre théorique, etc. Mais il y aura quelque chose de très important, c'est la description du contexte d'intervention et la planification d'actions possibles. Et alors là, je vous donne un exemple. Donc, je vous donne un exemple authentique et de recherche-action. Numéro 1, je dis, donc ça c'est un mémoire qui se trouve sur le net, après vous aurez tout dans la bibliographie, et il se trouve en ligne, mais sous format HTML, vous n'avez pas un PDF à télécharger. Mais et là, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une section origine du projet. Donc, ça va permettre de connaître le contexte dans lequel cela s'est produit. Donc là, c'est marqué, ce projet de formation concerne une école de français privée située dans le 11e arrondissement de Paris, ayant ouvert ses portes en novembre 2008. Et attention, le mémoire a été présenté en 2009. Voilà. Cette école accueille des étudiants étrangers à majorité d'origine asiatique et leur propose des cours de français général intensifs à raison de 2 heures par jour, etc., etc. Vous voyez là le contexte. Alors, il y a aussi le nombre de professeurs, il y a le nombre des cours. Et en tout cas, ce qui se passe, le problème qu'on peut détecter, c'est, là, vous voyez, j'ai moi-même été recrutée dans cette école, donc vous voyez un exemple d'observation participante. Et le problème qu'on peut détecter, c'est qu'il y a un besoin et qu'il y a un manque. Donc, c'est donc à travers l'expérience d'enseignement dans cette école et les différents échanges avec les autres professeurs qu'ont émergé, les besoins de cette école et les propositions d'amélioration de la structure pédagogique qui en découlent. Donc là, vous avez un besoin et vous avez un problème. Donc, les différentes concertations avec le personnel enseignant de l'école nous ont amené. Là, j'ai mis ici. Pourquoi? Parce que lorsque nous, c'est le nous de modestie et que cela coïncide avec les sujets empiriques, alors cette personne aurait dû mettre nous ont amené sans S. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent, mais ce type de nous coïncide toujours avec le sujet empirique qui écrit. Voilà. Donc, nous ont amené à constater plusieurs problèmes liés à la structure pédagogique quasi inexistante dans cette école et le manque de ressources pédagogiques à disposition pour les professeurs. Donc là, vous voyez qu'il y a un problème. On a détecté un problème. Donc, de ce point de vue-là, vous savez que la recherche-action, c'est quand même une recherche scientifique. Mais, par contre, ce qu'il y aura, c'est qu'on va prendre des actions pour résoudre concrètement ce problème. C'est pour ça que je vous disais que la pertinence sociale est très importante dans la recherche-action. Et voilà, donc là, et là, on voit que le projet, qu'on a concentré l'intérêt sur 2 points prioritaires, la mise en place d'un programme commun. Pourquoi? Parce que c'était le désordre total, il y avait 3 professeurs de différents niveaux, mais qui ne partageaient rien, etc. Un programme commun et la mise à disposition de ressources pédagogiques. Et c'est surtout c'est le choix de ce programme commun et de cette articulation
et qui fait l'objet de ce mémoire. Donc, nous avons suggéré des améliorations à différentes parties enseignantes et dirigeantes de l'école à travers l'organisation des réunions communes, etc. Et il y aura tout ce qui a été fait pour essayer de faire en sorte que cela soit quand même articulé de manière systématique, etc., etc. Ça, c'est le premier des deux exemples. Le deuxième, c'est l'exemple authentique numéro 2, et là, je vous donne bien sûr les références, c'est l'usage d'éthique en formation de FLE pour adultes migrants, un moyen pour favoriser la continuité entre apprentissage formel et informel. Et donc là, vous voyez, dans ce mémoire, nous cherchons donc à répondre à la problématique suivante. Il y a une petite confusion entre problématique et question de recherche, mais c'est bon, mais ça va. Comment favoriser la continuité entre apprentissage formel et informel dans le cadre d'une formation en FLE pour adultes primo-arrivants, etc. Là, je ne vois pas la question, mais bon, vous avez donc une question, quelles sont X choses, etc. Quels sont les moyens, etc. et les effets. Donc là, vous voyez que c'est une recherche-action, mais où on se pose des questions. Vous voyez apparaître aussi l'hypothèse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous faisons l'hypothèse que l'utilisation d'éthique dans la formation linguistique des adultes migrants favorise l'entrelacement de différentes formes d'apprentissage, etc. Nous voulons montrer que la mise en place de certaines activités permet de s'éloigner du cadre. Vous voyez qu'il y a quand même la description si vous voulez, d'une hypothèse, d'un objectif de recherche. Nous voulons montrer X choses, etc. Et il y aura aussi allusion à la démarche. Pour ce faire, nous adopterons une démarche de recherche-action combinant des expérimentations sur le terrain, sur le dispositif Primo-FLE, une formation en français semi-intensive à destination des primo-arrivants et une évaluation des résultats. Exactement une recherche-action. Donc, et là, ça je l'ai tiré d'un mémoire, bien évidemment, du mémoire complet. Donc, pour répondre à la problématique, le mémoire est composé de 3 parties. Bon, ça pour vous, pour l'instant, ça ne compte pas. Mais vous voyez que ça va apparaître aussi, ça doit apparaître dans votre projet, la présentation du contexte. Ça doit apparaître. Et votre contexte d'intervention, l'école X située, nanana. Le cadre théorique. Bien sûr, vous devez adopter un cadre théorique. La littérature existante, c'est l'état de l'art. Les activités menées lors du projet, donc l'évaluation, les pistes d'amélioration. Alors là, je vous montre, ça c'est le sommaire du mémoire, où vous voyez la présentation du contexte du projet, la partie du cadre théorique, la mise en œuvre du projet et l'évaluation. Et ça, c'est mes références bibliographiques. Et ça, je vais vous l'envoyer. Mais ce n'est pas la fin de ma présentation, c'est la fin de mon diaporama. Laissez-moi arrêter de partager ça et chercher les projets que je veux vous montrer. Voilà. Oui. Donc, d'accord. Attendez-moi une seconde. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous montrer là? Oui. Oui, c'est bon. D'accord. Donc là, ça, je vais vous l'envoyer. Donc là, vous avez, j'ai mis pour l'exemple que je vous ai présenté sur le mémoire de master, etc., comme exemple typique de sciences du langage, je vous ai mis le texte, enfin, comme c'était un texte rédigé, vous voyez. Bien évidemment, j'ai marqué à gauche et chacune des parties pour que vous puissiez quand même vous repérer là et savoir que le premier paragraphe, c'est l'introduction, qu'ensuite j'ai la problématique, les questions de recherche, les objectifs, l'hypothèse, la pertinence de l'étude, l'état de l'art et la méthodologie et la bibliographie. Bien sûr, j'ai fait en général, enfin j'ai fait ça et c'est un peu trop long, vous ferez quelque chose de beaucoup plus bref. Mais le plus important, c'est qu'il y ait ces différentes parties. Vous n'avez pas besoin de mettre un titre, je l'ai mis à gauche rien que pour vous guider, mais il faut qu'on puisse lire dans votre projet tous ces éléments. Donc, les objectifs, les questions, il faut qu'il y ait des interrogations sous forme de questions. Quel est, nanana, en quoi, X chose. Et là, ça, comme je vous l'ai déjà montré en détail, là, je viens
ici, attendez. Oui. Et là, j'ai la même chose, mais pour le projet de recherche-action en FLE que je viens de vous montrer. Et donc, vous voyez, à nouveau, introduction. Ce projet se situe dans le cadre d'une approche didactique du FLE chez des adultes migrants, de didactique du FLE. Notre problématique de recherche vise le lien entre apprentissage formel et informel. En effet, les stagiaires du programme Primo-FLE sont des primo-arrivants, pour la plupart désireux de s'installer en France à long terme, ils ont X choses. Et là, je présente un peu le problème. Je présente ici les questions de recherche. De cette problématique émergent les questions suivantes. Comment favoriser la continuité entre apprentissage formel et informel dans le cadre d'une formation en FLE pour adultes primo-arrivants à l'aide du numérique? Quels outils utiliser pour renforcer les liens entre les différentes formes d'apprentissage? Ensuite, je mets les objectifs du travail de manière assez succincte. Et dans ce travail, nous nous proposons de mettre en place un dispositif numérique susceptible de favoriser la continuité entre apprentissage formel et informel dans le cadre d'une formation en FLE, etc. Nous faisons l'hypothèse que l'utilisation des TIC dans la formation linguistique des adultes migrants favorise l'entrelacement des différentes formes. Il y a la pertinence, intégrer les numériques semble pertinent étant donné la nature connectée du migrant et son besoin de littératie numérique, oui, qu'il y a toujours quand même des concepts scientifiques qui apparaissent. Et cela aura un impact certain sur leur apprentissage, car les TIS favoriseraient la motivation des apprenants. Je fais l'état de l'art. Ça, je l'ai pris du mémoire. Donc, Théo a cherché à combler le fossé qui existe entre ce que les enfants apprennent à l'école et leurs expériences en dehors de l'école, en se basant sur la transcription de cours de langue et des sciences sociales dans les écoles secondaires du Singapour. Gwig et autres qui se sont intéressés à l'intercontextualité, comme celui qui analysait les pratiques discursives d'apprenants de FLE et de leurs enseignantes dans un groupe Facebook. D'autres chercheurs sont penchés sur l'utilisation de Facebook dans le cadre du FLE, les échanges sur Facebook en Libye, les échanges dans le cadre de Twitter en Turquie. Donc, vous voyez, je détaille ce qui a été fait dans le même domaine avant moi. Ensuite, le cadre théorique, nous mobiliserons des concepts tels que l'inclusion de la littératie numérique dans les formations, ce que c'est que la littératie, la notion d'appropriation linguistique, le concept de continuum entre les différentes formes d'apprentissage. Vous voyez que je mets à chaque fois les références bibliographiques, parce que ça ne sort pas du néant, ça vient de mes lectures. Ensuite, la méthodologie, je dis, ce projet s'inscrit dans une démarche de recherche-action, combinant une intervention en situation réelle avec le dispositif Primo-FLE, puis une évaluation des résultats. Là, on détaille le contexte, le contrat d'accueil et intégration mis en place par la loi X et l'Institut Nanyana. La planification d'actions possibles, ça c'est très important pour une recherche-action. Donc, la première étape consistera à faire un état des lieux de l'utilisation du numérique par les stagiaires afin de savoir quels sont leurs besoins. Pour ce faire, un questionnaire sera administré aux stagiaires en début de formation. Ce questionnaire sera complété par des lectures sur le type de public. La deuxième étape prévoit d'établir un plan d'action, choisir des outils numériques et concevoir. La troisième étape correspond à la mise en place du plan d'action et à son adaptation si nécessaire. Des données seront collectées. La quatrième étape est l'évaluation des effets de l'intervention pour se faire des questionnaires, encore des questionnaires pour voir quel a été le fait de l'intervention, etc. L'évaluation du projet se fera également par le biais d'échanges avec les stagiaires, etc. Donc, vous voyez, vous avez là tous les éléments. Je vous ai mis les références bibliographiques parce que c'est ce qui doit figurer aussi dans votre projet. Donc, j'ai fait assez long, si vous voulez, assez abondant pour les présentations des projets. Mais le plus important, c'est que même si vous êtes beaucoup plus, enfin, en tout cas, vous le faites de manière plus sommaire, il faut qu'il y ait ces éléments. Qu'on puisse voir que vous êtes consciente de ce que c'est qu'un projet de recherche, que vous savez qu'il faut détecter un problème, que dans le cas d'une recherche, je dirais, plus théorique, vous pouvez identifier qu'il y a un problème, que vous vous posez des questions, que vous avez des objectifs, que vous, attendez, je vais déjà arrêter de partager, que vous posez des questions, que vous, oui,
que vous posez des questions, que vous êtes capable de déterminer un objet de recherche, que vous pouvez énoncer une hypothèse, que vous pouvez construire un corpus, que ce corpus est pertinent, que vous allez quand même voir et confronter votre hypothèse à la réalité empirique. Donc ça marque déjà que vous êtes susceptible de commencer un master. Et par rapport à la recherche-action, que vous pouvez vous interroger vous-même, que vous pouvez bien sûr détecter un peu qu'il y a un problème, travailler sur le contexte, définir votre contexte d'intervention, d'avoir quand même un plan pour vos interventions, etc. Et bien évidemment, vous allez à chaque fois recueillir tous les éléments et mettre ces éléments dans la partie annexe. Donc, je sais pas si, je pense que j'ai tenu quand même les délais et que tout va bien de ce point de vue-là et que nous avons encore peut-être quelques minutes pour poser des questions. Oui. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez, vous avez des doutes? Est-ce que j'ai été claire? Sachez donc encore une fois, je vais vous envoyer et la bibliographie et les deux modèles de projet. Vous voyez que là, c'est de types de recherche différentes. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que vous êtes, si vous faites FLE, vous êtes obligé de faire recherche-action. Vous pouvez faire FLE et par exemple vous interroger sur certaines caractéristiques des manuels et travailler sur un corpus de manuels. Ça, c'est possible aussi. Donc, vous voyez, tout est possible. Le plus important, c'est qu'il y ait identification d'un problème, qu'il y ait le choix d'un cadre théorique, qu'il y ait aussi donc une hypothèse de recherche, des objectifs, etc. Et qu'on puisse voir que vous maîtrisez plus ou moins les caractéristiques de ce que c'est que la recherche scientifique. Et donc, je vous écoute. Je crois, Patricia, que tu as été tellement claire et limpide qu'il n'y a aucune question. Peut-être par rapport à la longueur, je vous dis encore une fois, si vous faites peut-être la moitié de ce que je montre dans les exemples, ça va. Il ne faut pas non plus que ce soit comme ça un projet fleuve. Non, 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 ça peut être plus court. Moi, en général, je donne beaucoup de choses et pour qu'on puisse quand même choisir un peu ce qui vous intéresse. Pensez aussi au fait qu'il y a une certaine phraséologie qui va avec. Donc, c'est pour ça que je vous envoie aussi les exemples. Par exemple, cette problématique soulève certaines interrogations. Nous proposons de faire X choses. Donc là, vous aurez aussi un vocabulaire et je dirais quand même certaines phrases qui pourraient vous servir. Oui, et pardon, moi j'ai un doute par rapport aux universités. Parce que, disons, Caroline avait justement parlé des différentes universités, des différents masters. Et je ne sais pas si j'ai bien compris. Alors, on a seulement l'option de Rouen, en réalité, disons, sauf si on a un master déjà fait en France, ou j'ai mal compris. Je vais répondre, Patrice, à la question. En réalité, ce programme de bourse permet de vous inscrire soit en M1, soit en M2. Pour entrer en Master 2, il faut justifier d'un diplôme Bac+5. Sinon, vous allez être orienté vers le M1. Pourquoi j'ai parlé de Rouen-Normandie? C'est qu'à l'université de Rouen-Normandie, ils acceptent un diplôme des institutions argentines, de los profesorados argentines, universitaires ou non universitaires, pour entrer directement en M2. Alors que les Antilles et la Réunion demandent un diplôme, un Master 1 français pour pouvoir candidater directement à la deuxième année. C'est ça la grande distinction. Je ne sais pas si c'est plus clair, Natalia. Oui, je crois que oui. Mais par exemple, moi, bon, à part être professeur, je suis aussi, bon, j'ai fait déjà un 3e cycle, mais pas un français, parce que bon, justement, comme en Argentine, on n'a pas la possibilité de faire un master en FLE, ben, je l'ai fait en littérature et culture comparée.
Donc, rien à voir. Mais est-ce que je peux accéder, non, disons, par exemple, à la Réunion ou aux Antilles Pour la Réunion avec et les seulement… Antilles, vous pourrez accéder en M1 Ah, avec d'accord. votre profil. Parce qu'il OK. demande effectivement un Master 1. Pour entrer en M2, il demande un Master 1 en didactique du FLE. C'est très Bien. spécifique. Super. OK. Donc là, dans ce Génial. Alors, cadre-là, je pense que vous pourrez, je parle sous couvert des universités qui ne sont pas connectées ce matin avec nous, mais en tout cas, c'est un profil pour plutôt vous candidater pour la première année. d'accord. Génial. Mais on peut le faire. Ce n'est pas que ce n'est pas possible. Si. Tout à D'accord. fait. Bon, bien, merci. Alors, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions administratives, de candidature? N'hésitez pas. Peut-être rappeler la date pour la présentation, pour De l'inscription en clôture. bourse. Donc oui, je rappelle la date de clôture pour candidater. Elle a été fixée au 3 avril. Donc, en principe, ça vous donne le temps de commencer à chercher et de préparer votre projet. Hein, vous avez encore quelques temps. Peut-être que vous avez déjà commencé à chercher de votre côté, c'est-à-dire vous n'êtes pas au tout début à zéro idée, mais vous avez déjà vos idées. Et l'idée ici, c'était quand même de vous montrer ce que c'était que la recherche scientifique et de vous donner quelques pistes hein, pour rédiger le projet. Mais moi, je suis sûre que vous avez peut-être déjà une idée. Le fait de vous être inscrite ici pour faire cet atelier témoigne déjà d'un certain intérêt. Hein. Donc, j'imagine qu'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, etc. Ce que j'allais dire, ça, j'ai oublié plein de trucs parce qu'autrement, j'aurais pu parler 3 heures. Et c'est qu'il faut, dans la mesure où c'est quand même un travail de longue haleine, il faut choisir un sujet qui vous intéresse. Donc aussi le sujet est rébutant, ça, vous n'avez jamais finalement. Pourquoi choisir ça? Il faut choisir quelque chose qui vous passionne parce que ça va vous faire plaisir. Parce qu'il faut aussi se faire plaisir. Il faut savoir qu'il y a des moments où on est un peu fatigué, où on se dit, oh, comment je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a des moments de découragement, mais il y a aussi des moments de joie intense. Alors, il faut que le sujet vous intéresse. Parce qu'autrement, c'est une torture. Vous imaginez une année à faire quelque chose qui vous déplaît? Non, il faut faire le contraire. Un sujet qui vous intéresse, un sujet sur lequel vous avez quand même, j'ai pas, certaines prédilections, etc., sur lequel vous avez aussi certaines connaissances et un peu de matériel. Il est difficile, si vous ignorez tout, de vous mettre à tout construire, sachant que si vous voulez rédiger le projet en 15 jours, donc autant se reporter sur ce que vous avez peut-être de manière un peu plus proche, hein, comme bibliographie, etc. Je compléterai, Patricia, mais je pense que tu l'as déjà dit aussi. Là, donc, vous allez déposer un dossier de candidature et vous allez présenter un sujet de recherche qui vous intéresse. Ça ne veut pas dire que ce sujet ne peut pas changer et évoluer. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit puisque quand vous aurez votre tuteur, il va vous accompagner et peut-être que vous allez découvrir un autre centre d'intérêt et ça peut tout à fait évoluer. Donc votre dossier de candidature que vous allez déposer avant le 3 avril n'est pas immuable. Tout ça peut changer. Donc ça, c'est important hein, pour que vous vous sentiez un peu plus libre aussi peut-être de se dire, bon, ça m'intéresse, mais s'il y a d'autres pistes qui peuvent émerger, vous avez la possibilité de prendre ces pistes. Ça, c'est important. Et je voulais insister aussi sur un point, sans vouloir décourager donc les enseignantes connectées, les enseignants connectés aujourd'hui. C'est un master dans les 3 quarts, dans les 3 universités qui demande beaucoup de rigueur. Je le dis parce que les premières boursières donc, qui sont en pleine formation là jusqu'au mois de juin se rendent compte qu'effectivement, il faut avoir une certaine organisation entre votre activité, vos vies personnelles et une formation à distance. Donc, si vous vous engagez là-dedans, il faut avoir ça à l'esprit. C'est une question vraiment de logistique et d'être rigoureux
et d'organiser un emploi du temps pour essayer de travailler régulièrement sur vos dossiers, sur votre recherche. Donc, c'est important, voilà, j'insiste, je ne veux absolument pas vous décourager et je ne veux pas que vous imaginiez quelque chose et qu'après, vous soyez éventuellement déçus ou voilà, que vous disiez, je ne m'attendais pas à ça. Ça reste un travail aussi à distance. Donc, vous n'aurez pas nécessairement régulièrement des rencontres synchrones avec les enseignants. À la Réunion, ils le font un petit peu plus parce qu'ils acceptent un minimum de candidats. Aux Antilles, ils ont beaucoup plus d'étudiants, donc ils n'ont pas la capacité d'organiser des réunions synchrones. Donc tout ça, c'est important de le savoir. C'est de la formation à distance, sur une plateforme à distance, qui demande beaucoup d'autonomie aussi de la part des étudiants. Bien que vous pouvez poser vos questions aux enseignants, ils sont présents, il y a un forum. Mais voilà, il faut quand même beaucoup d'autonomie. C'est pour ça que pour nous, c'est important d'avoir des enseignants qui sont déjà en activité et qui ont un peu cette conscience, cette maturité, tant professionnelle que personnelle, pour pouvoir s'engager dans ce type d'aventure, parce que ça reste quand même une belle aventure. Donc voilà, je voulais simplement insister là-dessus et remercier Patricia. C'est un privilège de l'avoir à nos côtés, qu'elle puisse partager son expertise. Donc voilà, je voulais quand même te remercier. Je ne l'ai pas fait au début, donc je tenais à le faire pour clôturer ce webinaire. Merci Caroline. Et quelque chose quand même, justement, absolument d'accord, et il faut quand même insister sur le fait que si vous décidez de faire ça, et surtout que pour la bourse, il faut le faire sur une année et non pas s'éterniser là-dessus. Et il faut quand même considérer que ça va être une année exceptionnelle. Donc, ça va être votre objectif pour cette année. Donc, vous n'allez pas le faire à côté avec votre déménagement ou autre chose que vous comptez faire. C'est pas une sorte de hobby, d'activité que vous réservez pour le week-end. Non, c'est quelque chose qui doit concentrer toute votre attention. Ça va être intensif, mais vous aurez ensuite une récompense. Vous aurez terminé et vous aurez votre master. Donc, ça, c'est très important. Donc, le fait de se fixer cet objectif comme objectif premier, parce qu'autrement, c'est ce que Caroline dit, vous serez déçus. Et surtout que c'est très frustrant de ne pas le terminer, d'avoir continué 2 ans, 3 ans pour un master. Non, il faut essayer de concentrer toute son énergie et tout, je dirais, tout son temps. Tout son temps disponible. Après, vous verrez. Je me souviens une fois, il y a un professeur qui est venu et qui a dit, si vous avez enfin, pour l'année qui commence et le projet de vous marier, de déménager, ne faites pas le master cette année-ci. Essayez d'attendre et attendez le moment où ce sera le moment indiqué. Et deuxième chose, et c'était un peu le choix entre sciences du langage et FLE. Et moi, j'ai fait sciences du langage, puisque à l'époque, c'était ce qui existait. Et moi, je suis passionnée, enfin, j'adore, et je serai quand même, enfin, l'équipe sciences du langage. Je suis de ce côté-là. Mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et si vous faites un master FLE, vous serez dans un univers que vous connaissez. C'est un univers connu où vous allez approfondir vos connaissances, parce que ça va être très enrichissant, mais c'est plutôt quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, de ce point de vue-là, il faut dire que les sciences du langage, c'est un terrain inconnu. C'est-à-dire que effectivement, les sciences du langage figurent dans la formation, mais c'est une matière et donc c'est pas tellement développé. Alors que là, vous aurez des cours, par exemple, un cours sur les modalités, des cours sur la sémantique, X choses. Donc, c'est un domaine passionnant à découvrir. Donc ça, il faut quand même se dire, ah, là, je comprends rien. C'est normal. Pourquoi? Parce que c'est votre première approche un peu plus approfondie des sciences du langage. Donc, il faut déjà le savoir. Regardez les matières. Regardez la liste des matières. Et essayez de voir vraiment où vous vous sentez, quels sont vos objectifs. Donc, c'est pas que les deux masters, sciences du langage et FLE, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Vous allez énormément de choses à voir et à approfondir en terrain connu, le FLE, et vous avez un parcours à faire, un terrain moins connu, à savoir les sciences du langage. Donc, c'est pas pareil. Donc là, c'est pas je choisis l'un ou l'autre, c'est pas l'un ou l'autre. Il y a des caractéristiques différentes. Les deux sont passionnants.
Merci Patricia. Je profite aussi, finalement, cette clôture permet d'approfondir certains points. Et étant donné que voilà, vous nous écoutez, vous n'avez pas forcément de questions qui viennent tout de suite. Nous, on en profite pour saisir ces quelques minutes qui nous restent pour compléter la présentation de Patricia. Cette expérience aussi va vous permettre de découvrir une nouvelle culture éducative, une culture universitaire qui est différente. Je le dis puisque on a quelques témoignages des boursières de cette année, et c'est vrai que l'approche est différente que la formation en Argentine. Et donc, soyez attentive aussi, si vous participez à ce programme, à ce type de différence aussi. C'est très intéressant d'un point de vue comparatif que vous puissiez voir quelles sont les différences des cultures éducatives entre l'Argentine et la France, et au niveau universitaire en particulier, et notamment dans la formation à distance. Parce que ça aussi, je pense que pour la plupart, ça sera une découverte. Donc, une fois de plus, ne vous sentez pas frustré, puisqu'il y aura des moments certainement de frustration, mais dites-vous à chaque fois que ce sera un apprentissage pour monter en compétences, justement. Donc, je voulais le souligner aussi. Parce qu'on parlait de rigueur, d'engagement de votre part également, parce que finalement, comme le disait Patricia, quand on ne va pas jusqu'au bout, on est déçu de nous-mêmes finalement. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de partir psychologiquement dans cet esprit, de vraiment s'engager et aller jusqu'au bout, pour éviter ce type de frustration envers nous-mêmes. Et je le dis aussi puisqu'on en a discuté avec les boursières et elles ont pu ressentir ça. Donc, c'est vraiment très important d'y réfléchir avant de se lancer. Donc voilà, moi je voulais simplement ajouter ça. Je ne sais pas, Patricia, si tu veux compléter, ajouter de nouvelles choses, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques. Pour moi, ça va. Très bien. Mais écoutez, encore merci de vous être connectés un samedi matin. Merci à Patricia encore une fois de tout son accompagnement et on reste toujours à disposition. Vous savez qu'il y a un mail sur lequel vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des doutes. Nous sommes ici aussi pour vous accompagner au mieux dans la conception de votre dossier. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end à tout le monde et bonne francophonie aussi. Demain, nous célébrons la francophonie. Donc, vive la francophonie et joyeuses fêtes. Oui, oui. Merci. Merci. Donc, voilà. Merci. Donc, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon week-end. Oui. À bientôt. Au revoir. À bientôt.